Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Walter Explore le temps. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans cette première ville que nous allons visiter ensemble. Il s'agit de la capitale des Ardennes françaises, Charleville-Mézières. Depuis tout temps, elle a été un carrefour commercial avec les pays du nord de l'Europe et de la France. Créée en 1606 par un prince italien, Charles de Gonzague, elle est donc dessinée en style italien, dans un style purement baroque. C'est une ville d'art, une ville d'histoire, qui accueille tous les 2 ans un festival mondial de la marionnette. Et bien sûr, a aussi ici une école internationale de la marionnette, ce qui fait de Charleville-Mézières la capitale mondiale des marionnettistes. Charleville-Mézières regorge bien sûr d'autres richesses, comme par exemple ce que vous voyez derrière moi, le musée Arthur Rimbaud, puisque Charleville-Mézières est la ville natale d'un des plus grands poètes de la langue française. Il s'agit de Arthur Rimbaud, qui est né à Charleville en 1854. Donc derrière moi, vous voyez le musée qui lui est donc dédié. Et il y a aussi donc sa maison natale ici dans la ville, qui est aussi visitable. Et aussi aller découvrir l'Ardenne française avec ce musée, le musée de l'Ardenne, qui se trouve place du Cal, que nous allons visiter ensemble et où nous allons pouvoir découvrir la riche histoire des Ardennes françaises. C'est tout ça que nous allons faire ensemble aujourd'hui. On est parti! Nous sommes à présent à l'Office du tourisme de Charleville-Mézières en compagnie de Nadège. Merci de nous accueillir. Je vous en prie, bienvenue. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce qu'on peut voir à Charleville-Mézières? Alors, Charleville-Mézières, c'est une ville plurielle, comme son nom l'indique. Donc, la partie Charleville et la partie Mézières, qui sont les 2 parties historiques, avec la ville de Charleville, qui est la plus connue, une ville du XVIIe siècle avec une unité architecturale assez exceptionnelle, et qui est donc à fusionner avec l'ancienne ville de Mézières, qui elle existe depuis le Xe siècle, et qui est la plus importante au niveau historique, mais la moins connue au niveau touristique. Et donc, qu'est-ce qui est incontournable? Qu'est-ce qu'un touriste qui vient ici ne doit absolument pas louper? Alors déjà, les différents visages de la ville, puisque différentes époques de construction, donc la partie 17e Renaissance, la partie médiévale et la reconstruction au XXe siècle. Et à côté de ça, bien entendu, on a 3 grands musées, donc 2 musées dédiés à Arthur Rimbaud, le poète, qui est né et enterré à Charleville, et le très grand musée de l'Ardenne, On ira tout à l'heure. retrace toute l'identité du territoire de l'Ardenne à travers multiples collections de toutes les époques. Et donc, d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes dans de nouveaux bâtiments, vous avez déménagé, vous avez bougé. Exactement, il y a à peine 15 jours, on est installé dans ce grand espace qui est entièrement dédié donc à l'accueil des touristes pour leur proposer un maximum d'informations sur tout ce qu'ils vont pouvoir découvrir ici et aux alentours. Alors, quel est le genre de touriste qui passe chez vous? Alors on a de tout. Le monde entier vient à Charleville, ça paraît peut-être un peu condescendant comme ça, mais nous sommes donc déjà la ville d'Arthur Rimbaud, qui est un poète mondialement connu, mais également la capitale mondiale des arts de la marionnette. Donc on accueille vraiment les 5 continents à Charleville. Et on profite également d'ailleurs de la venue de tous les Ardennais, de nos voisins belges également, qui viennent découvrir ou redécouvrir la ville de Et Charleville-Mézières. justement, vous avez beaucoup de Belges qui passent chez vous? Oui, on a beaucoup de Belges qui passent chez nous. Flamands comme francophones? Les 2. Les 2. Oui. Très bien, merci. Merci bien. Ah oui, j'ai encore une question à vous poser. Alors, on aimerait découvrir des produits du terroir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous conseiller un endroit? Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Maintenant, si vous voulez avoir une palette vraiment très complète de ce qu'on propose dans les alentours, vous avez les Saveurs d'Ardennes, qui est un producteur de jambon d'Ardennes, le français, donc des Ardennes françaises, et donc qui a de grands séchoirs et qui propose tout un tas de produits dérivés, que ce soit autour du jambon, mais aussi du gibier, des choses à base de gibier, puisqu'on est une terre de chasse. Il travaille avec tous les producteurs locaux, donc des producteurs de bière, des producteurs de jus de fruits. Il y a énormément de choses à découvrir et lui il rassemble à peu près tout ce qu'on peut trouver aux alentours. Voilà, vous avez répondu à ma question. Vous voyez, ils sont très efficaces. Donc n'hésitez pas à passer à l'Office du tourisme de Charleville-Mézières, prendre toutes les infos pour non seulement un séjour ici
ou bien visiter cette superbe ville que nous allons continuer à visiter ensemble. Alors, chers amis, nous sommes maintenant à la deuxième étape de notre périple à Charleville-Mézières après l'Office du tourisme. Et nous sommes ici en compagnie de Didier Villemain, le patron des saveurs d'Ardennes. Bonjour. Bonjour Walter. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous, ici. Alors, j'ai appris à l'Office du tourisme que vous fabriquiez du jambon sec. Alors, qu'est-ce que c'est le jambon sec ? Alors, le jambon sec des Ardennes a toujours existé, mais depuis 4 ans et demi, on a redoré et relancé l'IGP jambon sec des Ardennes. Donc, le jambon sec des Ardennes, c'est un jambon, c'est une cuisse de porc fraîche qui est salée séchée manuellement avec une durée d'affinage de minimum 12 mois. Et est-ce qu'il y a une différence avec le jambon d'Ardennes belge ? Bien sûr. Alors c'est bien spécifique, il y a le jambon d'Ardennes belge et le jambon sec des Ardennes français. D'accord ? Alors on ne met pas le mot français, mais c'est bien jambon d'Ardennes pour la Belgique et jambon sec des Ardennes pour la France. Et c'est deux IGP complètement différentes. Et donc dans la fabrication, c'est pas du tout pareil. Non, pas du tout pareil. Il y a, en France, le jambon est salé entier, alors que dans les Ardennes belges, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la noix de Cobourg. En fait, on garde que le cœur du jambon, donc on enlève le jarret, on enlève tout ça, et en fait, on a un morceau plus petit, et du coup, qui a affiné beaucoup moins longtemps que nous avec un jambon entier de 12 kg. D'accord. Et donc vous proposez cela ici, Donc en fait c'est notre principal produit au sein de l'entreprise. On travaille avec des agriculteurs locaux, que ce soit le porc, le veau, le bœuf et l'agneau. On prend le fait d'avoir un partenariat avec les agriculteurs nous oblige à prendre les porcs entiers. Et quand on fait des porcs entiers, on doit transformer l'ensemble du porc. C'est pourquoi on fait à la fois des terrines, du boudin blanc, du boudin noir, du fromage de tête, de l'andouillette, mais aussi tous les produits de salaison qui sont donc le jambon sec des Ardennes, la noix de jambon sec des Ardennes, tout ce qui est bacon, copa et ainsi que tous les saucissons secs. Très très bien. Et donc, est-ce que ici les gens peuvent venir visiter, venir voir comment vous fabriquez ce jambon ? Oui, alors on a créé un musée du cochon et en fait le but c'est que les gens découvrent le savoir-faire. Il y a une grosse demande de tourisme artisanal et on voulait surfer sur cette vague-là. Donc on a arrivé à faire un circuit, donc on reçoit les groupes, on les habille avec un kit visiteur, le masque, les chaussures et tout ça. Ils descendent dans les ateliers et donc ils voient toute l'étape, c'est-à-dire depuis l'arrivée du cochon, les bouchers qui découpent les carcasses, les gens qui font de la charcuterie, les gens qui font des pâtés croûtes, les gens on visite les séchoirs à jambon avec toutes les étapes des séchoirs à jambon. Et minimum combien pour le groupe ? Il faut 20-25 personnes. 20-25 personnes. 20-25 personnes. Les individuels passent par l'Office du tourisme qui les regroupe dans des équipes entières, quoi. Très bien. Et donc c'est sur rendez-vous du mardi au samedi et c'est 8 € par personne. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, dans la visite, vous avez 1 heure de visite et en plus, vous avez une boisson qui est soit bière, jus de pomme ou cidre des Ardennes, plus des planches de charcuterie où vous avez à peu près une dizaine de spécialités ardennaises que vous dégustez après la visite. Ça donne plein tout ça. Vous savez où venir si vous avez un petit creux. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une confrérie du jambon sec. Oui, alors, donc en fait, on a une multitude de confréries et dans les Ardennes, on a la confrérie du jambon sec des Ardennes. Donc, c'est des amateurs qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont des amateurs de bonne chair et d'ambiance, de convivialité, tout ça. Et donc, on crée la confrérie du jambon sec des Ardennes. Et donc, il ne faut pas être professionnel pour rentrer dans cette confrérie. Non, il n'y a pas. Les professionnels qui produisent du jambon sec sont adhérents, sont membres de la confrérie, mais au départ, c'est plus comme toutes les confréries, c'est quand même des bandes de copains qui sont là pour défendre le produit. Très bien, merci. Donc, vous savez où venir si vous voulez du bon jambon sec, donc aux saveurs des Ardennes ici. Dans quelques instants, il va nous montrer d'autres produits régionaux qu'ils ont ici en magasin. Alors donc, c'est à ça que ressemble en fait le jambon sec en fait quand vous avez... Ouais, c'est ça. Donc là, au départ, en fait, il fait 12 kg. Il est salé entier avec la pâte. Donc il est salé à la main au sel sec. Donc il est frotté manuellement. Ça dure, l'étape de salage dure 2 fois 8 jours. Ensuite, on a une étape de repos qui dure 12 semaines, qui permet au sel de s'homogénéiser dans le jambon.
Et après, une fois qu'on a passé ces étapes-là, on part à l'affinage. Donc là, on a une température chaude et on commence à sécher notre jambon tout doucement. Ah oui. On a voulu que le jambon ce soit un jambon sec supérieur, donc on a voulu un affinage de minimum 12 mois. En fait, le développement de la couleur et du goût est exponentiel, c'est-à-dire que plus on laisse le jambon affiner, meilleur sera le jambon. D'accord. Et donc, il y a est-ce que quand vous affinez le jambon, c'est comme le fromage, il y en a qui ont 12 ans d'âge, il y en a qui ont... 12 ans, c'est peut-être un peu trop, mais je veux dire, est-ce qu'il y a différents jambons? Alors nous, pour l'instant, on n'a qu'un 12 mois et un 18 mois. D'accord. Deux types de salage. Après, il faudrait réduire tous les types de séchoirs, toutes les étapes. En fait, il faudrait réduire au niveau hygrométrie pour qu'on ait un poids final qui soit le même qu'à 12 mois ou à 18 mois. Il ne faut pas que le jambon soit non plus trop sec. En fait, il faudrait régler après tout ce qui est hygrométrie, mais ce serait plus compliqué. Et donc, c'est comme on voit dans le magasin, dans le séchage, c'est comme ça qu'il est mis. Voilà, ils sont suspendus comme ça. On lui a mis une pellicule de gras dessus qui s'appelle le pannage, en fait, qui évite le croûtage pendant toute la durée d'affinage. D'accord. Et donc ici, on est ici dans le magasin de Saveurs d'Ardenne. Et donc vous ne proposez pas que ça comme produits locaux, d'après ce que je peux voir ici. Bien sûr. Et donc, vous faites aussi des bocaux. Voilà, on s'est aperçu qu'en fait, quand on avait les visites de bus, en fait, ils pouvaient pas forcément, s'ils habitaient loin, on pouvait pas ramener des produits frais à l'intérieur du bus. Et donc, il était sage qu'on commercialise notre gamme de produits aussi en longue conservation et qui ne soient pas en température réfrigérée obligatoire. Donc, on a sorti toute une gamme de plats cuisinés et de terrines, donc qui sont déclinés avec des produits ardennais. Vous savez que l'emblème de notre département était le sanglier et donc on a voulu sortir beaucoup de produits à base de sanglier. Et il n'était pas concevable qu'on prenne du gibier d'élevage, donc on a mis une filière en place et en fait les jours de chasse, on va ramasser le gibier dans les chasses. On a une partie de l'abattoir de Charleville qui est utilisée pour dépioter les carcasses, transformer la viande et quand on récupère la viande, en fait on fait des rillettes, des terrines et aussi des plats cuisinés aux myrtilles, de la saucisse de sanglier à haricots et tout un tas de produits typiquement ardennais. En tout cas, il y a des choses appétissantes là-dedans. Ça donne déjà très faim, tout ça. Voilà. Alors, il y a aussi des bières. Vous faites concurrence aux Belges, là. Alors, vous savez que c'est nous qui avons appris aux Belges à faire de la bière. Donc, du coup... Ils sont les Français, c'est terrible. Hein. Et en plus, nous donner notre savoir-faire. Non, vous avez de la très bonne bière en Belgique. Et la France commence à arriver. Et donc, on a 3 brasseries principales qui sont donc la brasserie Ardouenne, la petite brasserie ardennaise et la cuvée d'Arthur. Ah oui. Et donc, on décline forcément dans nos paniers les 3 types de bières. D'accord. Et vous nous avez parlé donc des terrines que vous faites. Fabriquées. On a aussi une demande de soupe, par exemple. En plein hiver, on a aussi une demande de soupe. Bien. Et la meilleure, c'est la cuvée d'Arthur. C'est celle-là là-bas. Bonjour madame. Voilà. Alors, bien merci à vous. Merci d'avoir Merci Walter, c'est gentil. J'espère que vous allez pouvoir promotionner les Ardennes auprès de vos... Les condisciples. Voilà, vos condisciples. En tout cas, merci à vous. C'est très gentil. Merci, c'était un grand plaisir de vous recevoir. C'est très gentil de nous avoir accueillis, de nous avoir présenté votre savoir-faire. Donc, vous savez où vous devez aller si vous voulez du bon jambon sec d'Ardenne, qui est différent du jambon d'Ardenne belge. Venez ici au Saveurs d'Ardenne, vous voyez ici à l'écran maintenant l'adresse, le site internet. Ils ont aussi un magasin en ligne. N'hésitez pas à commander en ligne si vous voulez recevoir un produit de chez eux. Et vous pouvez voir l'adresse internet du site. Alors venez, suivez-moi. La cuvée d'Arthur, c'est notre prochaine étape dans ce périple. Voilà. Chers amis, nous sommes à présent dans l'un des musées de Charleville-Mézières, à savoir le musée de l'Ardenne, en compagnie de sa directrice, Madame Marquet Morel. Bonjour, merci de nous accueillir ici dans vos murs. Alors, quand est né le musée de l'Ardenne? Alors, le musée de l'Ardenne a été inauguré le 20 octobre 1994. Et donc voilà, ça fait 25 ans que ce musée est ouvert. Et bien qu'il ait ce quart de siècle, on est au cœur aussi d'une architecture inspirée de la tradition, une architecture vernaculaire avec des matériaux comme le chêne, le fer, le bois très traditionnel. Et donc, il n'a pas pris une ride. Alors, et qui on a eu en
fait l'idée de ce musée? Qui a voulu qu'il y ait un espace dédié sur l'Ardenne? Alors, vraiment l'origine toute première de cette appellation musée de l'Ardenne, ce n'était pas dans cette forme actuelle. C'est une société savante, la Société d'études des Ardennes, devenue la Société d'histoire des Ardennes, appuyée par Georges-Henri Rivière, donc le fondateur du musée des arts et traditions populaires à Paris. Et il y avait cet embryon de musée, mais qui n'avait pas de dimension beaux-arts, qui n'avait pas de dimension archéologique. Et dans les années 80 est née l'idée, avec l'appui de la municipalité, d'avoir ce musée à vocation transfrontalière qui soit une encyclopédie de l'Ardenne et qu'on puisse avoir toutes les composantes, qu'elles soient aussi bien art et tradition populaire, donc ethnographiques, que archéologiques, que liées aux beaux-arts, à la peinture, à la sculpture et à l'histoire locale aussi. Alors, doit-on dire l'Ardenne ou les Ardennes? Alors ça, c'est une grande question. Les Ardennes, on perd la dimension transfrontalière puisqu'on se retrouve sur une dimension d'une circonscription administrative née sous la Révolution française où on a appelé ce département les Ardennes. Mais nos liens sont immensément fort avec nos voisins belges. Et donc nous, on tient particulièrement à cette ouverture, à ce sillon mosant qui crée un trait d'union entre nous. Et donc on tient absolument à notre appellation musée de l'Ardenne pour bien dire, voilà, nous sommes ouverts sur cette Europe du Nord, sur la Belgique, notre voisine, et on forme une seule et même région naturelle. Donc vous vous dites vraiment, le musée de l'Ardenne parle aussi bien des Belges que des Français, il n'y a pas de frontière dans l'Ardenne. Il n'y a pas de frontière dans l'Ardenne, on aimerait qu'il parle plus encore des Belges, et c'est des choses que l'on développe. C'est pas mal ce qu'elle vient de dire, hein. C'est très intéressant. J'arrête pas de vous dire depuis le départ, les Français sont très gentils. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici, on est dans une des salles du musée. Alors, il y a une maquette ici de Charleville, je pense que de l'autre côté, il y a une maquette de Mézières. Plutôt par là, pas par là, par là. Et donc, qu'est-ce que le musée propose justement aux visiteurs qui viennent? Eh bien, c'est de découvrir l'Ardenne des temps immémoriaux de la préhistoire jusqu'à sensiblement dans ses collections la veille de la Première Guerre mondiale et bien après avec son ouverture sur l'art contemporain. Ici, on a la chance d'être dans un des pavillons de la place Ducale. Donc on voit aussi la très belle architecture qu'on comprend grâce à cette maquette qui montre un état de la construction de la ville en 1637, date de la mort de son fondateur, Charles de Gonzague, duc de Nevers, prince d'Arche, duc de Mantoue, ensuite à la fin de sa vie. Et on résume un petit peu l'histoire de la ville dans cette salle. Et donc, ici, vous faites bien la différence entre le fait qu'il y avait Charleville, il y avait Mézières, puisque au départ, c'était deux villes complètement différentes. Ah, deux villes entièrement différentes. Mézières est une fondation romaine qui existe depuis l'époque gallo-romaine, pas sous cette forme. Il y avait des occupations à Mézières. C'était pas la ville de Mézières telle qu'on la connaît actuellement. Là, elle est fondée telle qu'on la connaît actuellement, sensiblement peu ou prou après l'époque de Charlemagne, autour d'un donjon en bois. Et c'est la Meuse qui permet le développement de Mézières. Alors que Charleville, c'est une ville fondée quasiment, on va dire ex nihilo, bien qu'il y ait comme une principauté, un village qui existait là, et qui naît au XVIIe siècle. Et les deux villes ne fusionnent en une seule que depuis 1966. Ah oui, donc c'est lors de cette fusion-là que les deux villes ont été... C'est ça. Auparavant, elles n'étaient absolument pas réunies. Ah, d'accord. Et donc ici, on a les deux maquettes qui montrent bien, en fait... C'est ça, le développement, oui. La séparation, donc ici, on a une ville bastionnée, hein, comme on peut le voir. Des bastions un petit peu d'opérette. Hein. Ah, d'accord. C'était pas quelque chose, c'était pour démontrer la puissance de la ville, l'indépendance de la ville. C'était un signe extérieur aussi d'indépendance, de puissance, de richesse, mais pas d'une efficacité redoutable. Donc, si on attaquait, ça tombait tout de suite, quoi, quasiment. Oui, alors on n'a pas eu l'occasion de tester l'efficience de ces murailles, puisque Louis XIV les a fait démanteler afin de justement nier cette indépendance et cette puissance de la ville. Parce que Charleville n'était pas française. Charleville était une principauté indépendante. Ah d'accord, ok. Donc Charleville ne devient française que vers 1710. Donc la principauté d'Arche, c'est ça? La principauté d'Arche, c'est ça. Bien, et donc on peut aller voir la maquette de... Donc maintenant ici, donc on est à côté de ce qui était Mézières avant. C'est ça, Mézières en 1614 précisément, alors qu'une partie de la ville a déjà été expropriée pour construire cette grande citadelle, cette grande forteresse.
Et cette grande forteresse, elle va conférer à Mézières une image de ville militaire, de ville corsetée dans ses fortifications. Ici, on a des vraies fortifications qui vont vraiment être éprouvées lors du siège en 1521 où le chevalier Bayard assure la défense de la ville. D'ailleurs, elles prouvent leur obsolescence et c'est après qu'un programme de modernisation est mis en œuvre. Et quelle était la ruse qu'il a employée justement pour faire fuir les assaillants? Alors, quand on se retrouve dans une ville assaillie, avec peu de troupes, peu de nourriture, pas beaucoup d'eau et des murailles qui sont complètement dépassées, effectivement, c'est bien la ruse qui doit permettre de s'en sortir. Donc, aux différentes troupes coalisées qui attaquaient du Saint-Empire romain germanique, qui attaquaient la ville, on envoie un pauvre R avec une missive disant que les renforts arrivent, que la nourriture est abondante et qu'on peut tenir des siècles comme ça sans problème ce siège. Et on prend vraiment quelqu'un qui n'a aucune expérience en la matière, on lui porte ce message au roi, forcément il se fait capturer. Lui, l'ennemi récupère le message et se dit mais Mézières, on ne tiendra pas, nous, parce que nous, on est épuisés et on fait croire à la trahison entre chaque groupe coalisé et sans combat, tout le monde a tourné les talons. Alors, il faut bien dire aux gens qui nous regardent que le chevalier Bayard n'a rien à voir avec le cheval Bayard. Ah non, c'est complètement différent. On retrouve le nom, mais le cheval Bayard, c'est un cheval qui vient de la légende des 4 fils Aymon. D'ailleurs, on l'écrit aussi avec un T. Hein. Bayard, le cheval, c'est avec un T ou avec un D. On trouve les deux orthographes. Alors que le chevalier Bayard, lui, c'est un titre de noblesse. Et donc, c'est un personnage qui a véritablement existé et qui appartenait aux troupes du roi François Ier. Alors pour faire un lien justement maintenant, puisqu'on vient parler du chevalier Bayard, des 4 fils Aymon, du cheval Bayard, il y a ici donc des salles permanentes dédiées donc à la marionnette, puisque Charleville ne serait pas Charleville sans bien sûr un musée sur la marionnette. Alors oui, Charleville-Mézières est la capitale mondiale de la marionnette. Elle accueille d'ailleurs la seule école supérieure nationale des arts de la marionnette, l'Institut. Enfin, tous les acteurs de la marionnette se retrouvent ici à Charleville-Mézières tous les 2 ans. Donc, parler de cette création, de ce festival, c'est aussi raconter son histoire et avoir un lieu de conservation pour la marionnette où on puisse en voir de manière permanente. À ce jour, on a 2 salles pour présenter ces collections de marionnettes européennes, extra-européennes, et puis de grands noms de la marionnette comme Jacques Chenet, Géo Condé, Jean-Pierre Lescaut. Enfin, on essaye vraiment d'être aussi en phase avec la création contemporaine. Et le musée de l'Ardenne est appelé à s'étendre pour devenir véritablement un musée des arts de la marionnette, qui soit une entité en soi qui prolonge la visite de l'Ardenne. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir vraiment? Est-ce qu'on a des marionnettes un peu partout, du monde entier? Est-ce que vous parlez simplement des marionnettes d'ici, de l'Europe, de la France, peut-être en lien avec les pays? Qu'est-ce que réellement on peut Alors voir? là, notre collection, elle s'est constituée au fur et à mesure de dons ou d'achats, et donc son histoire fait que c'est une collection un peu universelle, où on a la marionnette mondiale, parce qu'on a beaucoup de marionnettes indonésiennes, de wayang golek ou de wayang kulit, donc des théâtres d'ombre ou des marionnettes en bois d'Indonésie, mais aussi des marionnettes du Mali, et évidemment des marionnettes européennes avec Tchanché, que vous connaissez bien aussi, évidemment. Tchanché est là. Et puis, on a aussi travaillé avec Boltje, donc à Bruxelles. Et donc, on essaye un petit peu d'être cette synthèse et d'expliquer la marionnette dans toute sa diversité. Et vous avez même fait un travail sur les 4 fils Aymon. Vous avez même étudié, cartographié, pour trouver tous les endroits dans lesquels on parlait justement des 4 fils Aymon. Eh bien, en fait, le musée de l'Ardenne est en connexion directe avec l'horloge du grand marionnettiste, où on voit complètement le mécanisme à l'intérieur du musée, qui raconte la légende des 4 fils Aymon. Mais dans le musée, on avait raconté cette légende et on s'était interrogé. Donc, on a essayé de voir un petit peu tous les lieux où il y avait dans la toponymie la trace des 4 fils Aymon. Et puis maintenant, cette exposition qui a lieu il y a quelques semaines maintenant, on l'a retranscrite dans une forme marionnettique. Et comment la marionnette raconte la légende des 4 fils Aymon. C'est une salle qu'on appelle Marionnette en liberté, parce que c'est notre salle familiale. C'est-à-dire qu'on a une exposition où on a un parcours enfant, un parcours adulte, on a des dessins à faire et des expériences à vivre à travers du théâtre d'ombre. Donc c'est vraiment la salle ouverte aux familles pour être un espace d'échange. Et donc, dans ce travail que vous faites maintenant, donc je vais revenir
dans le sujet un peu en arrière. Donc, vous m'avez parlé de la marionnette. Donc, vous abordez ici deux thèmes. Donc, le thème de la marionnette, le thème de l'Ardenne, Oui. au sens large vraiment du terme, en lien avec la Belgique. Et donc, est-ce que vous travaillez avec des musées belges sur justement l'Ardenne? Oui, surtout, nos collaborations avec la Belgique se tournent beaucoup vers l'archéologie. Parce qu'évidemment, c'est là où on a les traces les plus anciennes de cette région géographique au départ, qui est le massif de l'Ardenne. Et donc, on a déjà effectué beaucoup de collaborations autour du thème de la Meuse archéologique. Et puis, on développe autre chose. Là, on est au cœur d'un micro-projet européen avec des partenaires de Malagne et d'Arlon pour créer une exposition transfrontalière en 2020. Et vous travaillez aussi avec un musée de Liège, je pense, le musée de la vie rurale. Oui, non, le musée de la vie wallonne. Vie wallonne, oui. Le musée de la vie wallonne. Pardon. Voilà, parce que ils sont sur on retrouve aussi des problématiques similaires. Ils ont une collection de marionnettes. On se prête mutuellement des marionnettes et puis on échange sur nos pratiques aussi. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir fait nous présenter votre musée. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à venir ici voir le musée de l'Ardenne. C'est un musée très intéressant. Aussi, ici, vous pourrez voir, si vous êtes aveugle, il y a des éléments bien particuliers. Et je pense que Madame va un peu nous expliquer aussi ces éléments très particuliers pour les aveugles. Alors, justement, le musée a développé quelque chose qui est assez unique ici. Pour les malvoyants et les aveugles, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, on a souhaité pouvoir proposer un parcours tactile aux malvoyants et leur laisser le choix un petit peu de leur découverte. Donc, on a travaillé avec des malvoyants. C'est eux qui ont choisi l'étoile. C'est eux qui nous ont guidés véritablement pour l'élaboration de ces tableaux tactiles dont la profonde originalité est de proposer véritablement un relief, une contre-dépouille où on peut lire avec la main le visage véritablement, comprendre le premier plan, l'arrière-plan. Et cela a été rendu possible grâce à un des savoir-faire que nous avons à Charleville-Mézières, c'est l'impression 3D. Ah. Donc voilà, tout est réalisé ici en résine et en impression 3D. Et donc ça permet donc aux malvoyants et aux aveugles de pouvoir comprendre mieux l'œuvre et de pouvoir un peu se l'imaginer eux-mêmes. C'est ça, vraiment la lire comme on découvrirait un tableau en regardant chaque détail. Vous voyez ici, on a le pot, on retrouve le chanvre, on a la matière pour comprendre ce toucher. Ici, le toucher. Et comme on s'intéresse, et on s'adresse aussi aux malvoyants, pour leur permettre de voir le tableau à leur distance, on l'a reproduit ici sous une forme. Et tous les textes, parce que très souvent, on a du braille, mais pour les malvoyants, c'est très important déjà d'avoir du texte grossi et sans mise en page. Donc le texte qu'on a là pour les voyants qui donnent le commentaire du tableau, il est juste rendu ici sur une fiche et on s'approche et on peut vraiment avoir exactement de s'approprier. Et il y a aussi une bande audio qui accompagne, il y a un descriptif audio qui a été enregistré pour chaque tableau. Très bien, voilà. Donc, si vous avez des membres de votre famille ou des amis malvoyants qui sont intéressés par l'Ardenne ou bien qui voudraient venir visiter cette ville, eh bien ce musée propose justement un parcours tactile pour pouvoir justement visiter de manière totalement autonome le musée et découvrir donc à leur rythme l'Ardenne. Vous voyez ici apparaître sur l'écran maintenant les infos nécessaires pour venir visiter le musée, donc n'hésitez pas à venir ici découvrir l'Ardenne au sens large du terme, donc venir découvrir vraiment ce qu'est l'Ardenne et l'amitié franco-belge autour de l'Ardenne. Charles de Gonzague va hériter de cette terre quand il deviendra prince d'Arche, une petite terre souveraine se trouvant dans le fin-fond des terres de France, au bord de la frontière avec le Saint-Empire germanique. Charles de Gonzague va se lancer dans un projet ambitieux, créer une ville neuve dédiée au commerce et à l'artisanat. La fondation est décrétée le 6 mai 1606. Il choisit un architecte renommé, formé aux arts italiens et proche de la cour des Médicis, Clément Metteseau, frère de Louis Metteseau, architecte de la place Royale, aujourd'hui place des Vosges à Paris. Il veut une ville harmonieuse, symétrique et moderne. L'architecte choisit un plan en damier basé sur le chiffre 4,
Une grande place rectangulaire d'où partent 4 axes principaux qui desservent 4 quartiers dotés chacun d'une place secondaire. La place Ducale, 126 mètres sur 90 mètres, comprend 23 pavillons identiques de 4 niveaux comportant 4 travées reposant sur 4 arcades. Alors, nous sommes à présent dans un autre musée de la ville de Charleville-Mézières. Il s'agit d'un musée qui est dédié à l'un des plus grands poètes de la France, un des enfants du pays. Il s'agit d'Arthur Rimbaud. Alors nous sommes de nouveau en compagnie de Madame Marquet-Morel, en absence bien sûr de la directrice du lieu, Lucie Penel. Alors pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on peut voir ici dans le musée? Alors on voit évidemment les souvenirs d'Arthur Rimbaud, comme on les voit ici. Ils tiennent vraiment dans une vitrine, ce n'est pas quelqu'un qui était vraiment dans la conservation de ses souvenirs. On n'a pas dans sa maison une maison d'écrivain avec sa plume, ses manuscrits. Enfin, faut pas oublier, c'est l'homme aux semelles devant. Donc c'est l'homme qui voyage, c'est l'homme des errances. Et on apprend évidemment sa biographie, son enfance, mais on voit surtout ce que représente la révolution rimbaldienne dans l'art et dans la poésie. Donc en fait ici on peut voir ce qu'il a apporté à la littérature française. On peut voir vraiment le courant et tous ceux qu'il a inspirés avec ses écrits. Plus que la littérature encore, c'est l'art qui l'a inspiré. Puisqu'ici, on est vraiment sur un musée où on a les artistes peintres, les graveurs, les photographes qui ont été inspirés par la figure de Rimbaud. Vous avez peut-être en tête cette photo de Carja d'Arthur Rimbaud qui est devenue une icône. On a toujours cette image, cette icône a inspiré un nombre et continue d'inspirer un nombre incommensurable d'artistes. Et alors donc ici dans le musée, il y a aussi donc non seulement comme vous avez dit une seule vitrine qui reprend quelques affaires d'Arthur Rimbaud, et donc on a tous ses écrits ici autour de nous, mais on a aussi des œuvres contemporaines ici dans le musée, il me semble, du 20e, du 21e siècle, qui reprend en fait tous les artistes qui ont été inspirés par lui. Le cœur du musée, ça va être évidemment les manuscrits d'Arthur Rimbaud. Donc on a une salle très intimiste où on peut voir le manuscrit de voyelle. On peut voir le manuscrit, les manuscrits que l'on conserve, mais par roulement. On ne le voit pas tout le temps parce que ce sont des matériaux très fragiles. Et donc, on a 3 mois d'exposition et ensuite, on doit les remettre en réserve. Mais on a toujours ce matériau. On a les photographies d'Arthur Rimbaud, parce qu'Arthur Rimbaud, et là, c'est cette exposition de l'été, Arthur Rimbaud photographe. Donc des autoportraits, mais aussi ces 3 photos qui nous ont été prêtées par le Weltmuseum de Vienne, qui ont été prises par Arthur Rimbaud en Éthiopie et qui n'étaient pas connues, ou qu'on a dévoilées là au mois de mai. Auparavant, elles étaient complètement inédites. Et autour de cela, on a tous ceux qui ont été inspirés par Rimbaud. Donc ici, c'est vraiment l'univers africain dans cette salle. Et dans les étages, on voit les photographes, les peintres, les graveurs, les sculpteurs qui ont été inspirés tant par la poésie que par l'image même de Rimbaud. Et donc, maintenant, on va un peu revenir sur quand même le personnage de Rimbaud. Donc, Rimbaud est né en 1854 à Charleville. Il va étudier ici. Il va être même vu comme un très bon élève quand il va au collège, je pense, de Charleville, après l'institut qu'il a fréquenté. Et donc, c'est au collège qu'il va commencer à écrire. On dirait, si on voulait faire un parallèle avec notre époque, c'est un enfant précoce et un génie qui a des qualités exceptionnelles, qui cumule les premiers prix de latin, de littérature. Enfin, c'est vraiment un élève brillantissime, repéré par ses professeurs, identifié comme tel. Et un de ses plus beaux écrits, La lettre du voyant, est adressé à un de ses professeurs. Et c'est presque le manifeste de la poésie contemporaine, du surréalisme qui est dans cette lettre. Donc on a quelqu'un qui va avoir une période d'écriture très courte, mais d'un foisonnement et d'une véritable révolution en littérature, pour ensuite abandonner la littérature et avoir une autre vie. Puisque Arthur Rimbaud va nous quitter à 37 ans, je pense, oui. des suites d'un ulcère au genou. Est-ce qu'il est enterré ici à Charleville? Est-ce que si les gens voudraient retrouver sa tombe, ils pourraient retrouver la tombe de... Donc Arthur Rimbaud est décédé à Marseille en 1891 à l'âge de 37 ans, mais il est enterré au cimetière de Charleville et sa tombe est un véritable lieu de pèlerinage pour tous ceux qui aiment sa poésie. Et il y a même une boîte aux lettres
où on peut encore écrire à Arthur Rimbaud, c'est pour dire le caractère vivant de ce poète. Ça a donné lieu à des documentaires, c'est une matière qui est exploitée, donc on a véritablement un lieu de pèlerinage là pour tous ceux qui aiment sa poésie. Et donc Arthur Rimbaud, on a eu un monument qui a été fait quasi tout de suite après sa mort par sa sœur Isabelle et son beau-frère et même de ses amis. Et ce monument, il se trouve, si je ne me trompe pas, au square de la Gare. Et vous avez, juste derrière nous, il y a la maquette de ce monument qui est là, présenté sous forme de plâtre. Mais Rimbaud ne va pas connaître le succès de son vivant, mais Verlaine va être un de ses meilleurs turiféraires et celui qui va toujours être éperdu d'amour pour lui et qui va toujours vénérer la poésie, qui va essayer de la faire connaître, de la faire publier. Mais c'est surtout avec l'œuvre de Paterne-Berrichon et d'Isabelle Rimbaud que la poésie de Rimbaud va être connue. Et donc Rimbaud est encore aujourd'hui bien vivant, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, une énorme source d'inspiration. Il est encore bien vivant, il est encore bien présent parmi nous, et donc vous pouvez nous dire, en fait, aujourd'hui, que Rimbaud est toujours d'actualité. Ah mais on reçoit un foisonnement de propositions artistiques autour d'Arthur Rimbaud. Lucille Penel a un choix terrible dans tous les projets qu'on peut proposer, et elle a surtout développé quelque chose de particulièrement original, c'est un parcours de street art au sein de Charleville, pour faire vivre la poésie, le texte dans la ville, mais avec des graffeurs qui s'emparent de la poésie. Eh bien, merci d'avoir pu répondre des questions à la place de votre collègue. Alors voilà, vous voyez ici apparaître sur l'écran maintenant toutes les informations générales par rapport au musée d'Arthur Rimbaud. Si vous voulez venir découvrir son univers, donc on vous répète bien ici, vous n'allez pas nécessairement découvrir toute sa vie en détail. Ce n'est pas un musée sur sa vie, mais c'est plus un musée sur son œuvre et sur l'esprit qu'il dégage et sur le courant qu'il a développé. Alors, nous sommes maintenant en compagnie de Charline, la chargée de communication du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Bonjour. Bonjour. Alors, cette année, c'est la 20e édition du festival. Donc, depuis combien de temps il existe? Il y a eu 20 ans. Mais comment a-t-il vu le jour? Alors, le festival n'a pas 20 ans, il a presque 60 ans, puisqu'il est né en 1961, donc à Charleville-Mézières, et cette année, nous célébrons la 20e édition. Donc, il est né de la volonté d'un homme, Jacques Félix, qui avait une passion pour les arts de la marionnette, pour sa ville, donc Charleville-Mézières. D'accord. Alors pourquoi Charleville? Parce que cet homme était ici. Il était né ici, voilà. Jacques Félix était carolo-massérien et il a eu envie de créer un festival dans sa ville, puis plus tard d'ailleurs un institut international de la marionnette ainsi qu'une école supérieure nationale des arts de la marionnette qui font que tout cet ensemble fait qu'aujourd'hui Charleville-Mézières est considérée comme la capitale mondiale des arts de la marionnette. Ceci explique cela, pourquoi la marionnette est aussi présente quand vous vous promenez dans Charleville. Vous pouvez voir des marionnettes quasi partout. Hein. Alors, donc de quel pays viennent principalement les participants ici du festival, les artistes de marionnettes? Ils sont surtout d'Europe, d'Asie, d'Afrique? Eh bien, de partout, des 5 continents. Donc, évidemment, on a beaucoup de Français, d'Européens, de Belges, d'Allemands, d'Anglais, mais aussi cette année des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Enfin, vraiment, tous les pays sont représentés. Et le festival draine énormément de public. Je veux dire, est-ce que ça attire aussi bien sûr les Français, ça d'office, mais est-ce que ça attire aussi, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Américains, par exemple? Oui, tout à fait. On a beaucoup d'étrangers qui viennent à Charleville et du monde entier, donc bien sûr principalement les pays limitrophes, mais on a environ 170 000 personnes qui arpentent les rues pendant les 10 jours du festival. Et qu'est-ce qu'apporte en fait le festival au domaine de la marionnette, du marionnettisme? Qu'est-ce que ça apporte vraiment? C'est vrai que Charleville-Mézières est vraiment une vitrine pour les arts de la marionnette. On accueille beaucoup de spectacles en création, beaucoup de premières mondiales. Et du coup, c'est une plateforme sur laquelle viennent faire leur marché les professionnels du monde du théâtre. Donc on accueille à chaque édition 400 professionnels du monde entier, de plus de 40 pays. Donc Charleville-Mézières a participé vraiment à l'émancipation des arts de la marionnette et c'est le lieu de création, le lieu de rencontre artistique et culturelle. Donc Charleville apporte énormément aux arts de la marionnette. En tout cas, merci bien d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de venir, en plus parce que c'est le jour de congé de madame, donc merci à vous d'avoir accepté.
Voilà, donc cette année, 20e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes. 112 propositions de spectacles et d'expos, 45 premières mondiales et françaises, 19 coproductions du festival. Il se déroule du 20 au 29 septembre ici à Charleville-Mézières. Vous voyez ici à l'écran maintenant les infos concernant ce festival où vous pouvez bien sûr réserver vos places. En tout cas, moi je vous conseille, n'hésitez pas car c'est vraiment la fierté de Charleville et ici vous êtes vraiment dans la capitale mondiale de la marionnette. Un festival comme celui-ci, c'est fondateur pour les arts de la marionnette. Un moment à part, une petite parenthèse, des rencontres. C'est d'une diversité, d'une richesse, d'une fantaisie. Ça nous réveille l'imagination, c'est plein de vie et d'énergie. Voilà, c'est ici que nous allons nous quitter sous le regard du chevalier Bayard qui a défendu Mézières en usant de la ruse. Je vous invite bien sûr à liker ici la vidéo et aussi à vous abonner à la page sur YouTube, la page de Walter Explore le temps. Je vous invite aussi à aller sur mon blog walterexplore.blog. Il apparaît aussi en dessous, walterexplore.blog. Je remercie bien sûr l'Office du tourisme de Charleville-Mézières, le musée de l'Ardenne et le Festival mondial du théâtre de marionnettes pour avoir accepté de répondre bien sûr à nos questions et bien sûr les saveurs d'Ardenne qui nous ont présenté leurs bons produits. On se retrouve donc la semaine prochaine dans un autre lieu, à Monthermé, pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.